Ah, bienvenue, bienvenue à Drummondville par un beau temps. Et ça nous fait un très grand plaisir de voir tout ce beau monde-là ici. Il y en aura encore plus demain matin et pendant la journée. Je me présente, mon nom c'est Jacques Coul, je suis directeur du CAD 21. Et je me nomme Geneviève Marcoux, personne ressource pour le SNP, Carrefour national de l'insertion professionnelle en enseignement. Voilà. Alors, on va prendre place. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ce soir au Centre Expo de Drummondville pour ce premier sommet de développement professionnel en enseignement. Nous désirons par le fait même vous remercier d'avoir répondu en si grand nombre à l'invitation. Pour le premier sommet, vous êtes environ 200 personnes du milieu de l'éducation à y participer et à vouloir réfléchir au devenir de la formation continue des enseignants. Comme disait Henry Ford, se réunir, c'est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble, c'est la réussite. C'est dans cette optique-là que le sommet a vu le jour, avec des échanges, avec de la collaboration, et votre participation démontre justement une belle représentativité du système scolaire québécois, tant privé que public. Alors, je vais tout de suite souligner la présence de plusieurs personnes ce soir. Tout d'abord, des responsables du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, des cadres scolaires, des directions d'établissement, des chercheurs universitaires, des conseillers pédagogiques, des enseignants, des représentants des centrales syndicales, des représentants de plusieurs organismes et de différentes fédérations, et de plusieurs passionnés par le développement professionnel des enseignants. Bien sûr, vous êtes plusieurs dans la salle, mais on doit compter plusieurs personnes qui, dans le confort de leur foyer, sont en train d'écouter et de participer au sommet via une web-diffusion. Lorsqu'on pense au milieu de l'éducation, on ne peut pas faire autrement que d'avoir en tête des mots-clés. La collaboration, le partage, les échanges, le leadership, la passion. Puisque le sommet, c'est un travail de collaboration, laissez-moi vous présenter l'équipe du CAD 21 qui a eu l'initiative de mettre sur pied et de créer le sommet en s'associant à l'équipe du SNP, le Carrefour national de l'insertion professionnelle en enseignement. Qu'est-ce que le cadre 21? Toi, tu sais. Le cadre 21, c'est le centre d'animation, de développement et de recherche en éducation pour le 21e siècle. En résumé, c'est une équipe dynamique, professionnelle, qui offre de la formation continue, personnalisée, flexible pour l'ensemble des intervenants du milieu scolaire francophone, ici et ailleurs. D'ailleurs, nous avons des invités de l'extérieur pour le sommet. Bienvenue. Plusieurs experts de contenu assurent et développent une formation continue de qualité, autant en présentiel que de manière virtuelle. Pour connaître l'ampleur de l'offre du cadre 21, une visite de leur site web s'impose, mais pourquoi pas une bonne discussion animée et passionnée durant le sommet. Ils sauront assurément vous convaincre que la formation continue, c'est nécessaire. De plus, reconnaître et valoriser le développement et l'engagement des enseignants, c'est leur mission première. Eh bien, c'est à mon tour de vous présenter le SNP. Et comme son nom le mentionne, le SNP a pour principal but d'offrir un lieu de convergence et de coordination qui est accessible à tous les intervenants dans le domaine de l'insertion professionnelle au Québec. À partir des initiatives locales, des résultats de recherche universitaire, de propositions de formation, d'exemples de trousses d'accueil, de programmes développés par des commissions scolaires ou toute autre ressource pertinente, le Carrefour permet la mise en réseau et la formation des enseignants accompagnateurs, les mentors.
l'entraide entre pairs est privilégiée pour que soit encore plus opérant le soutien qui est apporté aux enseignants débutants. Et la personne ressource du SNP avec nous, Geneviève. Et plusieurs autres dans l'équipe. Oui, tout à fait. Donc, on veut vous rappeler un peu les visées. Donc, demain, on aura l'occasion d'aller beaucoup plus en détail et aussi le fonctionnement général. Mais permettez-nous quand même une petite mise en contexte. Je ne sais pas si vous avez lu l'article dans la Presse Plus hier de Michel Patry, directeur du HEC. Et il y a cette citation, un extrait qui dit que le Québec doit donc faire de l'éducation une véritable priorité nationale. Si nous voulons tirer profit de cette transformation, les transformations sociétales qu'on connaît, plutôt que d'en payer le prix. Pour ce faire, nous devons dès maintenant, oui, nous activer à transformer notre système d'éducation afin d'anticiper les besoins futurs et requalifier la main-d'œuvre en place. Fort heureusement, le Québec dispose de bonnes assises. Et je crois que vous serez d'accord lorsqu'on dit qu'une de ces assises majeures, eh bien, c'est l'engagement de ces enseignants. Nos enseignants aiment fondamentalement les jeunes dont ils ont la charge. Donc, ils veulent ce qu'il y a de mieux pour eux. Donc, inviter au développement professionnel de ces gens-là, c'est d'inviter les enseignants, et je le dis souvent, à faire mieux ce qu'ils font bien. Les études, les recherches démontrent que les pratiques en développement professionnel ont des effets positifs chez eux. Le sentiment d'efficacité professionnelle accru, un accroissement de la motivation à s'engager, un effet sur la collaboration, une valorisation de sa pratique professionnelle, une reprise en main de sa croissance professionnelle et une connaissance accrue de ses forces et de ses besoins en matière de formation continue. Ajoutez à tout ceci la priorisation grandissante qu'est l'éducation aux yeux de la population et même de son gouvernement actuel. En 2017, le ministère dévoile les grandes lignes de sa politique sur la réussite éducative. On peut y lire notamment l'importance de, 1, renforcer la formation initiale et continue du personnel scolaire. J'ai pris ça mot pour mot du texte. Et 2, assurer le développement et l'appropriation de meilleures pratiques éducatives et pédagogiques. Sur le terrain, des défis subsistent quant à l'accès à mettre en place dans chacun des milieux une démarche de développement professionnel chez le personnel enseignant. C'est pour ça qu'on vous invite ici, pour chercher ensemble des pistes de solutions innovantes, des recommandations, puis je ne vous dis pas quoi dire demain, mais on peut parler de mécanismes d'accompagnement, de la rétroaction entre les enseignants, de ceux qui les accompagnent, du temps. Le développement de connaissances, le numérique, la place du numérique qui est en filigrane dans tout ce qu'on fait maintenant à l'école. Ce n'est plus un nice to have, mais c'est un must have, excusez l'expression, et de bien cerner les besoins de formation. Donc, ce premier sommet sur le développement professionnel veut vous amener à les 3 choses. Je reprends un peu ce que le site Web indique. D'abord, apprécier la diversité des approches et de l'offre de formation continue qui existe présentement. Lorsqu'on regarde le panorama, il y a des façons très originales et accessibles de se mettre en marche, de changer les perceptions du développement professionnel à la lumière de ce que la recherche nous apporte. Puis je tiens aussi à souligner la belle présence de la communauté universitaire parmi nous pour ce sommet. Et ultimement, le but, le travail qui vous incombe demain, c'est la formulation de séries de recommandations. Des recommandations pour le ministre, pour les décideurs dans leur milieu, et pour les enseignants. C'est qui la personne la plus intelligente dans cette salle ici à Drummondville? Eh bien, c'est la salle elle-même. C'est la salle elle-même. Vos échanges vont permettre de dégager des pistes d'innovation, captées en mode de coécriture numérique. Donc, vous allez voir qu'on a trouvé un presse-citron tout à fait performant pour aller chercher vos bonnes idées, et on garde ça simple. Donc, Henry Ford serait bien fier de vous voir aller demain. Nous vous souhaitons d'être inspirés et inspirants. Pour ce faire, nous allons céder la parole à des invités inspirants. Alors, le premier invité ne pouvait être présent aujourd'hui avec nous, avec grand regret. Par contre, depuis le début de l'aventure, il croit au sommet, il croit à un moment d'échange, de collaboration et de partage. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la place à M. Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation.
Bonjour et bienvenue au premier sommet sur le développement professionnel en éducation au Québec. Vous serez invité au cours des prochaines heures à réfléchir ensemble aux enjeux de la formation continue en éducation. Que vous soyez chercheur, conseiller pédagogique, enseignant, directeur, membre de syndicat ou observateur, vous travaillerez ensemble à l'élaboration de recommandations destinées au ministère, aux directions d'établissement et aux enseignants. J'attends avec impatience de lire les conclusions de vos échanges. Je suis persuadé que vos idées et vos suggestions nous permettront de faire de grands pas vers l'atteinte de nos objectifs communs, la valorisation de la profession enseignante et la réussite éducative pour tous. Il ne fait aucun doute pour moi que le développement professionnel en éducation fait partie des pistes de solutions qui se présentent à nous. Nous avons besoin d'enseignants proactifs dans leur engagement envers la profession, de professionnels dédiés à la réussite des élèves et de directions innovantes et à l'écoute des besoins. La formation continue, j'en suis convaincu, peut constituer un formidable accélérateur de changement, positif, de progression, pour nous faire de notre réseau d'éducation un outil de développement économique et social puissant. À tous les participants, merci pour votre engagement. Votre dévouement vous honore et contribuera certainement à faire une différence. En terminant, je tiens à remercier Cadre 21 et le Carrefour national de l'insertion professionnelle en enseignement pour l'organisation de ce sommet. Bonne réflexion. Passons maintenant à notre prochaine invitée de marque. Alors, je vous présente Danielle Henkel est une femme d'affaires qui a créé une marque forte et unique au Québec. Sa marque éponyme réconcilie le soin et l'entreprise avec l'installation de lieux de soins à l'intérieur même des entreprises pour imposer le mieux-être comme une nouvelle norme sociale dans le monde des affaires. Danielle Henkel est une femme impliquée qui se bat pour un Québec plus fort, véritable militante pour l'entrepreneuriat québécois. Elle n'hésite pas à investir, à financer, à supporter et accompagner des entreprises dans lesquelles elle croit, comme elle l'a fait pendant 5 saisons dans l'œil du dragon. Danielle Henkel est une femme qui s'engage sur toutes les tribunes. Elle partage son énergie en donnant des conférences marquantes ici comme en Europe ou en Afrique. Elle mise tout sur l'éducation en partageant ses expériences auprès des prochaines générations. Danielle Henkel est une femme qui transforme tous les défis en conquête, tant sur le plan professionnel que personnel. Déracinement, immigration, émancipation, son autobiographie, Quand l'intuition trace la route, a été un best-seller qui a inspiré plusieurs générations de femmes qui se tiennent debout. Danielle Henkel est une femme de famille, mère de 4 enfants, qui l'entoure aujourd'hui dans la gestion de ses affaires, car si la vie n'a pas toujours été une caresse pour la dragonne, l'obsession demeure de créer un monde plus doux. Sans plus tarder, Madame Danielle Henkel. Merci beaucoup, Geneviève. Merci, monsieur. J'aime ça, ce nom, Monsieur Cool. Il est vraiment cool. Sérieux, c'est un super de beau nom. Alors, j'ai préparé, comme je le fais avec beaucoup d'intérêt, mes allocutions parce que j'espère que ce que j'ai à vous dire vous inspirera un petit peu. Mais avant, il y a quelque chose qui vient de me frapper, c'est parce qu'un monsieur m'a posé une question, et c'est là où ça m'a fait réfléchir. Il m'a dit, mais pourquoi vous, aujourd'hui, ici, est-ce que vous êtes dans l'esthétisme? Vous n'êtes pas dans l'éducation? Mais rougissez pas, vous êtes magnifique. Mais je trouve la question extrêmement pertinente, et merci parce que ça va me permettre d'ouvrir un petit peu la voie sur pourquoi je suis là aujourd'hui parmi vous. Et si je peux me permettre, qui dans la salle me connaît, mais un petit peu plus que juste la dragonne à la télévision? Est-ce que vous avez lu mon livre, participé? Il y a du travail à faire. Ravie d'être parmi vous, en tout cas. Merci. Merci à ceux qui ont eu l'intérêt pour me suivre et lire mes volumes. Alors, juste pour revenir là-dessus, pourquoi ici, pourquoi moi, pourquoi l'éducation?
D'abord, dans mes entreprises, il y a une chose sur laquelle j'ai insisté dès le départ, c'est l'Académie Daniel Henkel. Je crois fondamentalement, comme vous tous et comme la plupart, en tout cas je l'espère, qu'une société qui n'est pas éduquée est une société qui est vouée à disparaître. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis aussi maman de 4 enfants, mais je suis grand-maman de 6 enfants. Donc, 6 enfants qui sont nés au Québec, mes petits-enfants. Et aujourd'hui, s'il y a une chose à laquelle je dois répondre, c'est à une de mes grandes petites filles qui a 10 ans aujourd'hui, qui fera 10 ans dans 2 semaines, et qui va me poser, parce qu'elle commence à me poser des questions sur mes participations, la voix, ma voix, je l'utilise, pourquoi, puis pour qui. Et si un jour elle me posait la question suivante, Mamie, lorsque tu avais la possibilité d'aider, de porter, de contribuer, qu'as-tu fait? Et je tiens à être capable de lui dire que j'ai fait de mon mieux dans les domaines qui m'intéressent, c'est-à-dire qui sont indissociables, à mon avis, c'est l'éducation et l'entrepreneuriat. Parce qu'une société éduquée est une société économiquement forte. Et il faut être fier de nos entrepreneurs parce qu'ils créent des emplois. Voilà. Alors, c'est l'introduction que je voulais faire. Et puis, pour vous dire aussi que je suis marraine d'une école à Québec qui s'appelle l'École des Compagnons, pour ceux qui m'ont suivi. Je suis marraine aussi d'une petite école très, très défavorisée à Pierrefonds, à Dollard-des-Ormeaux, où il y a beaucoup d'immigrants qui n'ont rien. Et je vais vous raconter cette petite histoire avant de commencer, parce que vous allez vous reconnaître. Vous reconnaître dans ce que vous faites, dans la participation avec laquelle vous le faites et l'engagement que vous avez. Des jeunes m'ont demandé à Pince-Neige d'aller pour parler. Vous savez, ils ont une radio et c'est les jeunes qui gèrent cette radio. Ils ont de 8 ans à 14 ans. Et donc, j'étais assise avec eux sur des petits bancs, puis celui qui faisait le son, puis l'autre qui se prenait très au sérieux. Et j'ai vraiment été extrêmement touchée, beaucoup plus que de donner une entrevue à qui que ce soit d'autre, de voir l'importance que ça avait pour eux et de me parler de leur quotidien, qui n'est pas toujours très rose. Mais j'avais en face de moi deux enseignantes. Et une de ces enseignantes, en posant la question, puis que faites-vous? Elle me dit, ben moi, je suis en train d'initier, on a ouvert un dépanneur, j'ai créé un dépanneur. Puis je prends les gants qui tombent, les pantalons, les scies, on les lave et puis on les met là. Puis ils vont chercher pour ceux qui oublient ou ceux qui, des fois, ils s'échappent, peu importe. Et là, j'ai dit, waouh, vous faites ça depuis combien de temps? Donc, vous avez une grande buanderie ici pour faire ça? Et puis elle me dit non. Non, ça fait 3 ans que j'emmène tout chez moi, puis que j'ai ramassé des poux et des lentes et de tout ce que vous voulez. Mais je le fais moi-même et je suis plus capable. 2 semaines après, j'ai juste posé une question parce que pour moi, ça faisait pas de sens. Ça faisait pas de sens du tout qu'une école n'était pas capable de se payer une laveuse et une sécheuse parce qu'il n'y a pas d'argent pour ça. C'est pas possible. On est là. On est au Québec. Ce sont nos enfants, nos enseignants. La décence humaine, elle est où? Hein? Alors, ils ont reçu 2 semaines après 2 machines. Mais ce n'est pas le point. Le point, c'est que oui, l'éducation me touche. Et oui, je vais continuer d'en parler, de motiver du plus que je peux et du mieux que je peux. Alors, cadre 21. Merci, CNIP. Je ne sais pas si on dit MES, mais ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Fédération des établissements d'enseignement privés. École branchée, qui est une OBNL au service des enseignants. Yes! Allô? Yes! Oui, je le sais. Je le sais. Le Collège Saint-Bernard de Drummondville, les commissions scolaires, les facultés d'éducation, des universités québécoises, les entreprises numériques en éducation, les diverses associations professionnelles et les syndicats d'enseignants pour leur présence au sommet aujourd'hui. Le DP18 Carrefour Éducation
au BNL aussi en éducation, Esquad Édu, consultant pédagogique. Je suis vraiment, et ça m'appartient, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, puisqu'il y a vraiment des professionnels de l'éducation qui peuvent et qui vont, j'en suis convaincue, changer le cours des choses. Ça commence toujours comme ça, un rassemblement. Votre choix de vocation ainsi que votre mission de vie sont essentiels au déploiement du plein potentiel de nos futures générations. Les yeux de nos jeunes, surtout la demoiselle qui va parler tout à l'heure, va nous impressionner, et ceux de toute la société sont tournés vers vous. Au-delà des ressources ou encore des outils technologiques à votre portée, dans le cadre ou dans vos cadres respectifs, comment pouvons-nous, c'est la question que je pose, ensemble, moduler le cœur du monde éducatif actuel afin de répondre mieux aux besoins de demain, en fin de compte d'aujourd'hui, et comment se dessinera le futur. Je ne peux vous dire si nous trouverons les réponses ce soir, ni demain. Ce que je sais, c'est que parmi l'assistance se trouvent des enseignants, des directeurs d'école, des conseillers pédagogiques, des chercheurs universitaires, de même que des parents engagés et vivement intéressés par l'éducation. Certains professionnels travaillent au sein du réseau public, alors que d'autres œuvrent au privé. C'est beau de vous voir rassembler. Il est important de réaliser à quel point ce rassemblement est précieux. Vous savez, j'ai la chance de pouvoir m'impliquer auprès de nombreux organismes et instances. Au gré de ces expériences que je porte avec moi et que je colporte, il y en a qui m'ont nommée la petite abeille, parce qu'apparemment je butine et je ramène des idées partout. Je trouve ça très mignon. Je constate à quel point l'émergence d'idées nouvelles et novatrices découle très souvent de la collaboration entre personnes issues de milieux différents. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. J'ai appris beaucoup plus de gens qui n'ont absolument rien à voir dans mon domaine que de ceux qui sont dans mon domaine. Parce qu'on se raconte toujours les mêmes choses dans le même domaine. Et on rabâche toujours les mêmes problèmes dans notre domaine. Mais quand on lève la tête et qu'on voit que, oh, il y a tout un monde qui nous entoure et qu'on découvre à quel point c'est possible, c'est magique. Et c'est là où on se dit « let's do it ». La créativité et le changement sont très souvent la résultante de chocs d'idées. Je suis d'avis que nous devons toujours chercher à nous entourer de gens au profil différent du nôtre. C'est en rassemblant, c'est pour ça que je suis là, c'est en rassemblant nos forces et en mettant en commun nos visions que nous parviendrons à forger un modèle éducatif à la hauteur de nos générations actuelles et futures. À vous qui demandez à vos élèves ou à vos enfants de se prêter à certains exercices formateurs, ce soir, c'est à mon tour de vous en proposer un. En fait, ce n'est pas une proposition, mais plutôt un devoir collectif. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Vous avez peur? Ensemble, prenons un instant pour regarder les gens qui sont autour de nous dans la salle. Regardez-vous les uns les autres, s'il vous plaît. Santé, oui. Santé. De grâce, et c'est ça qu'on fait en temps normal, vous allez voir, c'est des petits groupes qui se forment, hein, toujours. On se connaît, donc on se reconnaît, donc on est à l'aise. Ben, il faut sortir de « je suis à l'aise ». Je veux aller au-delà de « être à l'aise ». Je ne peux pas innover ni créer si je ne me mets pas en danger, si je ne démontre pas aussi que je suis humaine, et que je ne suis absolument pas parfait, et que je n'ai pas toutes les réponses. Donc ce soir, demain, et tous les jours qui vont suivre,
Faisons l'effort, comme on le demande à nos enfants et à nos élèves, d'aller vers la différence, d'aller vers l'inconnu et de ne pas avoir peur de trouver justement peut-être quelque chose qui va nous surprendre au point de dire « mais je ne savais pas, c'est magique ». Donnons-nous le défi personnel d'engager une discussion avec 1, 2 ou même 10 personnes qui nous semblent complètement inconnues. Et si le cœur vous en dit, je serai heureuse d'en apprendre davantage sur la nature de vos échanges et de vos idées. Pour ceux qui y vont ou qui me suivent déjà, je réponds à beaucoup de questions sur mes réseaux sociaux. J'engage la conversation. Je suis loin d'être parfaite et de connaître les réponses. Mais je peux vous assurer que je cherche et que j'essaie de faire de mon mieux. Mais ensemble, c'est comme ça qu'on fait la différence. Au lieu de chercher à identifier ce qui nous différencie, tentons de mettre le doigt sur ce qui nous unit. Après tout, nous partageons une mission commune et c'est déjà beaucoup. J'aimerais vous lire cette citation que j'ai choisie pour vous. Notre système éducatif actuel prône le conformisme et l'obéissance contrôlée par la peur, là où il devrait encourager la créativité et l'autonomie à travers la passion. Des propos, selon moi, d'une très grande justesse. En effet, malgré les avancées que permettent les technologies, nous n'avons pas encore compris que c'est le moule qui doit évoluer. Préconisons-nous une approche pédagogique qui permet de faire éclore les talents uniques de chacun? La réalité est que nous sommes pris dans un vieux modèle de système éducatif qui est de moins en moins adapté à la réalité d'aujourd'hui. 7 jours sur 7, nos enfants ont l'obligation de performer. Au sport, aux études, entre amis, à la famille. Parents et éducateurs, nous ne leur donnons pas assez l'occasion d'exprimer leur vraie nature. Laissons-les grimper aux arbres, on se rappelle? Moi, une fille, je me suis cassé la clavicule en grimpant dans un arbre, ne le dites pas. Mais c'est vrai. On ne me disait pas à ce moment-là que j'étais tannante, on me disait que j'étais normale. Laissons-les exprimer leur folie. Eh oui, je dis souvent, pour ceux à qui ça déplaît, que je suis folle. Parce que pour être entrepreneur, pour être créatif, il faut avoir un brin de folie. Sinon, on n'avance pas, si on suit la trace. En ce sens, notre modèle doit être absolument repensé. Oui à la technologie, oui aux nouveaux médias ou encore à l'intelligence artificielle, mais ils font déjà partie de notre tableau. Ils ne sont pas là pour partir. Il est déjà trop tard, et juste pour ceux qui peut-être en doutent encore, si on pense qu'on est avant-gardiste au Québec au niveau de l'intelligence artificielle, sachez qu'il y a déjà des gens qui sont en train de nous dépasser. Donc ça va très vite. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut être vigilant. Et ça, c'est entre nos mains, vos mains, et tous ceux à qui vous allez transmettre cette vérité absolue. Oui aux technologies, non à l'abstention totale de l'être humain. Ce en quoi moi je crois, ce que je peux voir, ce que je peux constater avec un sourire, avec un toucher, avec un regard, avec un hug qui vient du cœur à un enfant, à un adulte. Je peux vous dire qu'il y a une chose que la technologie ou que l'intelligence artificielle ne pourra jamais égaler. 2 en particulier. La première, c'est l'empathie. Le jour où nous perdrons l'empathie, nous deviendrons des robots. Et la deuxième, c'est la créativité. Ça, c'est ce qui va nous différencier et nous distancer de l'intelligence artificielle. Parce que dans le mot intelligence, il y a bien artificiel et j'espère qu'elle le restera. Nous avons accès à de nombreuses applications et objets connectés, mais aucun code d'éthique et
aucune réelle ou réel moyen d'éduquer nos générations futures et même présentes à les utiliser à bon escient. Donc c'est nous qui avons aujourd'hui la responsabilité de transmettre à nos jeunes ce que c'est que d'être empathique, à l'écoute, de savoir respirer, de savoir ce qui est bon, ce qui ne se fait pas, ce qui ne se dit pas. C'est à nous et ça commence à la maison. À la maison. C'est la responsabilité des parents. Et ensuite, la nôtre en tant qu'éducateur. Pour faire une analogie très simple, personne n'a lu le manuel de l'utilisation avant de commencer à intégrer la techno au quotidien. C'est la relation avec celle-ci qu'il faut baliser, et il en va de l'humanité. Ça commence, comme je l'ai dit, par les parents. Nous sommes donc responsables d'encadrer nos jeunes et comme j'en ai parlé plus tôt, l'importance d'échanger entre collègues. Très important, de partager, d'aller vers l'autre. La réforme du système en place passe aussi par ce qui fonctionne tant ici qu'à l'extérieur. J'ai une question. Elle me perturbe vraiment. Et non, mais je vous assure, c'est quelque chose que je ne suis encore pas arrivée à comprendre. Est-ce que vous pensez que nous sommes curieux ou suffisamment curieux? Oui ou non? On est curieux? Vraiment? Qui nous? Nous, la société québécoise. Je vais vous dire pourquoi je pose la question et je vais... Pardon, excusez-moi. Je vais l'élargir un petit peu. Moi, c'est des choses qui me font réfléchir pour savoir comment je peux contribuer, comment je peux amener le meilleur de moi-même. Il faut se poser des questions pour savoir. Il faut vraiment aller au fond des choses pour comprendre. Je me dis, comment se fait-il que des pays qui ont plus ou moins le même nombre d'habitants que nous, qui ne sont pas plus intelligents que nous, comme la Finlande, le Danemark, la Norvège. Comment se fait-il qu'ils ont vu venir, qu'ils ont corrigé, qu'ils ont mis en place, et que nous, on se pose encore la question? Je ne comprends pas. Je vous assure, je ne comprends pas. Et je dis la même chose à mes entrepreneurs. Vous savez que je parcours le Québec depuis 6 ans. Je n'ai pas arrêté. Vous savez ce que je découvre? Dans une communauté, je pose la question suivante. Quand on me dit « ça va mal », comment ça va mal? Chez nous, on nous a oubliés, on ne fait rien pour nous, le gouvernement n'est pas là pour nous. Mais il n'a jamais été là. Non mais, sérieux là. D'abord, réfléchissons en tant que communauté. Qu'est-ce que vous savez du dépanneur du coin ou du restaurant à côté qui vient de fermer ses portes? Pourquoi il a fermé? Pourquoi? Parce qu'on n'y va pas? Parce qu'on ne l'encourage pas? Est-ce que vous connaissez le nombre d'entreprises qui sont dans votre ville? Ben non. Pourquoi? Curiosité. Je vais vers l'autre, je veux savoir, je veux encourager mon local. C'est comme ça. C'est comme ça qu'une communauté devient de plus en plus forte. C'est comme ça que le Québec va se relever. C'est en s'entraidant, en achetant local, en parlant de nous et en modifiant nos façons de faire le plus rapidement possible. Donc prenons exemple sur tous ceux qui savent, adaptons à nous et ne perdons plus de temps à vouloir refaire ce qui a déjà été fait et qui fonctionne. Impliquons-nous autant que se peut, soyons aptes à faire fi de nos besoins et réalités personnelles au profit de la collectivité. Faisons en sorte que nos discussions puissent aider à mouvoir l'ensemble du réseau éducatif, qu'il soit public ou privé. Et si nous réussissions, à notre tour, à inspirer le reste du monde. C'est mon plus grand rêve. Et en vous regardant ce soir, je suis convaincue, et je ne le dis pas pour vous faire plaisir, que c'est possible. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, Mme Henkel. On peut retenir plein de choses, sortir de notre zone de confort, d'aller vers les autres, le mot « ensemble ». Et je crois vraiment que le monde de l'éducation doit apprendre à conjuguer un verbe, le verbe rêver au présent puis au futur. Donc, c'est dans cette optique-là que je vais laisser Jacques présenter notre prochain invité. Merci. Bel enchaînement. Superbe. En passant, j'aimerais signaler quelques statistiques. Et Nancy, je pense que tu les as entendues de ma part l'autre jour. 68,9 % des participants au sommet, eh bien, ce sont des femmes. 75 % du panel demain, ce sont des femmes. Et 87,5 % des animateurs, animatrices, ce sont des femmes également. Mais on représente 50 % chacun. Ben oui, au comité aussi, oui. Laissez-moi vous présenter Élisabeth Gauthier. Élisabeth Gauthier, c'est une élève qui est en 5e secondaire au Collège Saint-Bernard, juste à côté ici. Et on m'a dit, mes collègues m'ont dit qu'ils l'avaient entendue il y a de cela 4 ans, je pense, Claude? En secondaire 1. En secondaire 1, elle s'est présentée devant une salle pleine de technopédagogues, c'est-à-dire ces intervenants qui essaient justement de faire profiter des leviers numériques pour apprendre et enseigner. Et elle a conquis la salle, elle a séduit la salle par son propos et surtout sa vision d'une école qu'elle croit possible. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, bien, ça me semble que ça serait bien avoir une bonne petite dose de rappel. Et on est très heureux qu'elle ait accepté le beau défi de venir ici vous parler. Donc, je vous présente Élisabeth Gauthier. C'est un petit peu plus officiel que ce que je m'attendais. On va y arriver. Donc, quand on m'a demandé de venir donner ma vision de l'enseignement pour le futur, je me suis dit que ça allait être facile puis j'allais pas mal avoir de choses à dire. Par contre, je me suis rendu compte qu'il y a une façon de l'amener puis que c'était plus compliqué que ça en a l'air. Donc, j'aimerais remercier M. Philippe Picard, qui a été un grand pilier dans ce que je vais dire aujourd'hui, qui m'a beaucoup aidé à commencer à mettre mes idées sur papier. Il m'a proposé de parler de ce que je souhaite comme expérience en enseignement pour les futurs élèves, comme par exemple mes enfants plus tard. Donc, c'est ce dont je parlerai ce soir. Donc, la première chose que je souhaite pour mes enfants, c'est que ceux-ci développent leur autonomie pendant leur parcours scolaire. J'ai moi-même eu l'occasion, pendant mes années au primaire et au secondaire, de développer mon autonomie d'apprentissage. Cet apprentissage ne s'est pas fait d'un seul coup. En effet, on m'a enseigné à faire mes propres recherches, à poser les bonnes questions. Avec le monde infini que constitue Internet de nos jours, on m'a guidée dans mes recherches. On m'a appris à utiliser ces ressources qui sont disponibles presque partout. J'ai réalisé dernièrement que j'en sais beaucoup plus aujourd'hui que j'en savais lors de mon entrée au secondaire sur les sources fiables et non fiables, sur comment trouver de l'information plus rare. Ces notions font partie des notions qui me seront utiles non seulement pour la suite de mes études, mais également dans la vie de tous les jours, puisque des recherches, on en fait sur une base régulière. L'autonomie, ça ne concerne seulement pas juste les apprentissages, mais également les méthodes de travail que j'ai développées tout au long de mon parcours scolaire. Plusieurs professeurs m'ont enseigné des façons de m'organiser afin de mieux étudier, de mieux planifier mon temps et d'être plus efficace. Ce genre d'apprentissage m'a beaucoup aidé à améliorer mon autonomie, qui est une qualité indispensable de nos jours. Je souhaite à mes enfants d'avoir des enseignants qui leur apprendront ce genre de choses. Je recommence, oui. Car malgré le fait que ce sont des notions qui sortent des programmes exigés par le ministère, ce sont des apprentissages qui sont nécessaires et dont l'endroit parfait pour les faire est définitivement l'école. En parlant de notions qui sont utiles dans la vie de tous les jours, je souhaite à mes enfants d'avoir la chance de côtoyer des professeurs qui leur transmettront des expériences dont ils pourront tirer des conclusions et les appliquer dans leur vie de tous les jours, leur vie en dehors de l'école. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs pendant mon parcours au primaire et au secondaire qui m'ont transmis d'importantes leçons de vie, qui m'ont partagé leurs propres expériences afin de me faire grandir non seulement en tant qu'étudiant, mais également en tant que personne.
C'est ce genre d'enseignant que j'aimerais que mes enfants puissent connaître plus tard, car au-delà de la matière à enseigner, les enseignants, tout comme les étudiants, ce sont des humains, et que partager des expériences, ça peut juste être bénéfique pour les deux groupes. De plus, j'espère que mes enfants auront la chance d'avoir des professeurs qui sont prêts à évoluer, qui veulent continuer d'apprendre. Je crois, en tant qu'élève, qu'il est impossible pour un professeur de toujours donner le même cours d'année en année. Oui, en effet. Les élèves changent. Donc, les élèves changent, puis les moyens de présentation changent, puis il y a de la nouvelle information qui est disponible tout le temps. Je trouve particulièrement stimulant quand un professeur amène une nouvelle idée, une nouvelle façon de présenter son contenu ou de nous faire travailler. En 6e année, j'ai fait partie d'un projet pilote dans ma classe avec un professeur qui est ici présent. Puisque nous étions dans les premières classes du primaire de mon école à utiliser des ordinateurs pour travailler et nous devions faire nos projets sur ce type de technologie. Parce que le projet était nouveau, qu'il était innovateur, je l'ai trouvé particulièrement stimulant, ce qui a rendu mon expérience à l'école particulièrement amusante cette année-là. Parfois, j'ai l'impression que certains enseignants ne veulent pas évoluer, car ils pensent que plus ils maîtrisent le contenu dans leur cours, donc plus ils maîtrisent le cours en tant que tel, mieux c'est pour les élèves. Cependant, je pense qu'au contraire, plus un professeur maîtrise son cours et sait à la lettre ce qu'il veut dire, plus il stagne, donc moins c'est bon pour les élèves. Avec les nouvelles technologies... J'ai l'air de vous chicaner, là, mais non. Cependant, je crois qu'au contraire, si un enseignant... oui, non, ça, je l'ai dit. Excusez-moi. Avec les nouvelles technologies qui évoluent d'année en année, j'espère que les professeurs qui enseigneront à mes enfants seront prêts à évoluer et modifier leur façon de faire afin d'utiliser ces outils tout à fait formidables qui sont de plus en plus disponibles à de nombreux élèves. Ensuite, je souhaite à mes enfants d'avoir des professeurs qui veulent les voir réussir et non échouer. Pendant mon passage au secondaire, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui croyaient en moi, qui voulaient me pousser au-delà de mes limites pour me voir réussir du mieux que je le pouvais. J'ai eu la chance, en 6e année, d'avoir un professeur qui m'a grandement marquée par le fait qu'il est le professeur à m'avoir le plus poussé de tout mon parcours scolaire. Cependant, il ne m'a pas poussée en me restreignant, en me donnant des tâches de plus. C'est en me donnant de la liberté, en me laissant utiliser... en me donnant des défis et en me laissant utiliser les moyens que je voulais pour faire mes projets, que celui-ci m'a poussé et m'a permis de me dépasser. Lorsque nous avions une idée, ce professeur nous laissait du temps pour l'exploiter. Lorsque le projet que nous débutions ne correspondait pas vraiment aux exigences que celui-ci avait fixées au départ, il nous laissait nous créer nos propres exigences. Cette année-là, j'en ai appris beaucoup sur la capacité que j'ai à faire de gros projets et à laisser aller ma créativité. Cette année-là, j'ai découvert que j'étais en mesure d'utiliser beaucoup plus de moyens de présentation que ce que je connaissais. Cette année-là, j'ai fait plusieurs apprentissages et ceux-ci furent parmi les plus importants de mon parcours scolaire. Ces apprentissages ont pu être faits car j'ai eu la liberté de me laisser aller dans mes projets. J'ai eu l'occasion d'organiser mes apprentissages comme je le voulais et c'est ce que j'espère à mes enfants plus tard. Quand on m'a demandé de venir ici parler de mon expérience scolaire, je me suis mis à réfléchir à ce qui me fait aimer un cours. En y pensant comme il faut, j'ai réalisé que ma matière préférée a varié d'une année à l'autre. Parfois, je préférais les mathématiques, d'autres fois le français, l'anglais, l'histoire, les sciences. J'ai réalisé qu'une grande partie de notre appréciation d'une matière provient non pas de la matière en soi, mais du professeur qui l'enseigne. J'espère que mes enfants auront plus tard des professeurs qui sauront leur faire apprécier chaque matière à sa juste valeur, et ce, à travers leur passion de la matière qu'ils enseignent. En tant qu'élève, je peux confirmer qu'il n'y a rien de plus stimulant que d'assister à des cours donnés par un enseignant passionné de sa matière. Les élèves le remarquent ça quand un professeur n'aime pas particulièrement la matière qu'il enseigne à l'avant. Si le professeur n'a aucun plaisir à parler de son propre contenu, quel plaisir peuvent en retirer les élèves? J'ai eu un moment dans mon secondaire l'occasion de côtoyer un professeur qui tripait sur sa matière, soit l'histoire. Avec du recul, je réalise qu'il passait des cours entiers à parler d'histoire, ce qui aurait pu définitivement être très ennuyant. Cependant, comme celui-ci semblait très attaché à ce qu'il disait, ses cours n'étaient jamais ennuyants, au contraire. J'ai parfois entendu des enseignants mentionner qu'ils n'aiment pas trop passer des cours complets à parler, car les élèves trouvent cela trop ennuyant. J'ai utilisé ennuyant 3 fois, ça va bien? En effet. Par contre, je ne crois pas que cette affirmation soit vraie. Il est possible pour un enseignant de parler pendant des heures sans que ses élèves trouvent le temps long.
Je souhaite donc à mes enfants d'avoir la chance de côtoyer ce genre d'enseignants passionnés qui sauront rendre leurs longues heures passées à l'école dynamiques. Lorsque je me suis mis à comparer les cours que je donne en ski avec l'expérience en enseignement, j'ai trouvé plusieurs ressemblances et je me permets de faire la comparaison. Il m'arrive parfois, en tant que monitrice de ski, de devoir enseigner à un jeune qui déteste le ski. Les parents, ce sont souvent ceux qui poussent l'élève à suivre des cours, et lui, il ne veut pas, puis il me l'affirme très clairement, soit. Dans ce cas précis, mon travail est, oui, d'améliorer l'enfant, mais tout d'abord de lui transmettre le plaisir du ski, de lui faire apprécier, tout cela dans le but qu'il développe le goût de skier par lui-même, que ne soient pas les parents qui doivent constamment le pousser à venir skier. Lorsqu'on compare avec l'enseignement, je réalise qu'il y a une part de responsabilité des élèves à fournir des efforts, mais que des professeurs ont également la grande responsabilité de nous faire apprécier la matière. En ski, je dois trouver les points d'intérêt des élèves et présenter mon cours de manière à leur faire apprécier le plus possible. Par exemple, si un élève aime davantage les bosses ou les sous-bois, mais je vais trouver une façon d'intégrer ça puis de le mélanger au ski de piste afin qu'il voit un intérêt au ski de piste, malgré le fait qu'à la base, c'est pas ça qu'il aime. Je réalise qu'en classe, c'est la même chose. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs pendant mon parcours scolaire qui ont réussi à rendre leur matière amusante simplement par la façon de la présenter et qui me l'ont ainsi fait apprécier davantage. Par exemple, en secondaire 1, en mathématiques, je me souviens que mon enseignante nous avait fait faire des épreuves de détective et nous donnait des missions pour avancer le chapitre dans lequel nous étions. J'étais en secondaire 1, j'ai bien trippé. Je me souviens qu'en secondaire 1, cette façon de présenter la matière m'avait beaucoup intéressée à celle-ci et l'avait rendue beaucoup plus intéressante pour moi. Malgré le fait que cette activité n'avait pas été appliquée pour tous les chapitres, mais seulement pour un dans l'année, ce petit changement a rendu les mathématiques beaucoup plus plaisantes et ça a suscité mon intérêt pour les autres parties de la matière par après. Ensuite, dans mes cours de ski, il m'arrive de devoir enseigner à des élèves craintifs qui se sont soit déjà blessés ou qui sont tout simplement insécures en ski. Avec ce type d'élèves, il s'agit de ma responsabilité en tant que monitrice de trouver un moyen de bâtir la confiance de l'élève. En enseignement, je crois que cela devrait être la même chose. Il n'y a rien de plus décourageant en tant qu'élève que de savoir qu'on ne fait qu'échouer dans un certain cours, qu'on ne peut pas réussir. Je crois qu'en effet, le professeur a un certain rôle non seulement dans notre appréciation de la matière, mais de comment nous sommes confortables dans celle-ci, de notre capacité à croire que nous pouvons réussir. Si en ski, je ne fais pas attention aux exercices que je fournis, que j'en donne toujours des trop difficiles, l'élève va être découragé et continue d'avoir peur, alors que si j'augmente progressivement le niveau de difficulté, j'ai beaucoup plus de chances de bâtir progressivement la confiance de mon élève, mais également de le voir réussir pour qu'il puisse atteindre les objectifs qu'il doit atteindre. En éducation, je crois que le principe devrait être le même. En effet, bâtir la confiance des élèves est une excellente façon de les voir réussir. Et je souhaite aussi que mes enfants puissent connaître ce genre de professeurs plus tard, des professeurs qui sauront les faire sentir confortables dans chaque matière, qui feront en sorte qu'ils ne se sentiront pas constamment échoués. Encore dans l'exemple du ski, il m'arrive souvent de devoir composer avec des groupes plus difficiles, avec des élèves qui ont la difficulté à rester en place et écouter. La semaine passée, j'en ai un, j'étais en train de parler, il part. Pas pire. Cependant, encore là, j'ai la responsabilité de rendre le cours plus dynamique afin que ceux-ci puissent dépenser leur énergie d'une bonne façon. En faisant cela, je me dois d'être flexible, de m'adapter aux besoins de mes élèves. Ça fait 3 ans que j'enseigne le ski, puis je me rends de plus en plus compte qu'il est impossible de donner le même cours à tous les élèves. J'ai une certaine responsabilité de m'adapter à ceux-ci, à ce qu'ils veulent faire, de faire des compromis et afin que ceux-ci trouvent leur place dans le groupe et soient plus attentifs. J'espère que mes enfants pourront apprendre auprès d'enseignants qui sont prêts à s'adapter et qui aiment varier leurs cours afin de correspondre aux besoins de leurs élèves. Plus tôt, j'ai parlé de la réussite. Quand je parlais avec M. Picard pour préparer ma présentation, il m'a demandé de définir la réussite. Plus j'y pense, plus je réalise que pour chaque personne, cette définition peut changer. Avant, on pouvait dire que la réussite en éducation, c'était d'avoir d'excellentes notes, d'avoir les plus hautes notes possibles. Cependant, est-ce une réalité qui s'applique toujours de nos jours? Je crois, au contraire, qu'une grande partie de la réussite en éducation aujourd'hui est de nous motiver à aller à l'école, à réussir à nous intéresser à plusieurs matières différentes. Avec la cotère, les évaluations des écoles et les nombreux examens, je me rends compte qu'on peut parfois définir la réussite scolaire par un chiffre, par une note. Cependant, au-delà des notes se trouvent nos propres objectifs en tant qu'élèves, ainsi que notre appréciation des différentes matières. En conclusion, je sais que j'ai fait un parallèle avec mes cours de ski, mais je suis consciente que ce sera un énorme défi pour les enseignants de continuer d'évoluer tout en respectant les programmes du ministère.
Je suis convaincue qu'en travaillant ensemble et en équipe, vous pourrez y parvenir. N'est-ce pas fantastique d'avoir des élèves comme ça et penser à la relève, autant la relève des étudiants, la relève enseignante? Oui. N'est-ce pas? Je l'écoutais parler, ça me rappelait cette phrase d'une chanson de U2, une traduction libre qui dit « Chaque génération a sa chance de changer le monde ». Et tout à fait. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci pour ces propos très inspirants. Il y a des messages clés tout à fait qui sont très forts, très, très forts. Hein? Esprit de croissance, droit à l'erreur et la liberté. La liberté et ainsi de suite. Donc, on t'en remercie franchement. Et je tiens à souligner, et je fais un clin d'œil à Mme Henkel ici, c'est que dans le petit sac cadeau, ce sont tous des produits du terroir québécois qu'il y a dans le sac. Donc, on va poursuivre avec quelques éléments clés pour la bonne poursuite du sommet. Tout d'abord, demain, vous êtes attendus à 8h30 à l'entrée du Centre Expo. Donc, ceux qui sont à l'hôtel, vous passez par ici et vous allez les salles qui sont sur le mur de gauche. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on va débuter la journée. D'abord à la salle F, ou à 9 h, oui, tout au fond, ou à 9 h, il va y avoir une table ronde avec des invités de marque, Mme Deschênes, Mme Turcotte, M. Volsi, qui vont s'entretenir et qui vont vous entretenir avec les 7 grandes thématiques du développement professionnel. Et animé par Audrey Miller, Audrey d'École Miller, Blanchet. oui, qui est ici ce soir, là, je viens de les croiser. C'est important, une fois que la table ronde va être déroulée, vous avez sur votre porte-nom le local qui vous est attribué. Donc, c'est important d'en prendre connaissance. Et Jacques, j'ai une question pour toi. Oui. Si je veux contribuer au fil Twitter, c'est quoi le mot-clic? Twitter. Sommet DP18, Sommet DP18, ce sont des conversations parallèles qui peuvent... Et il y a même des gens de l'extérieur qui nous ont demandé est-ce qu'on peut donner notre grain de sel par rapport à des idées. Et tout à fait, donc ça va continuer. Demain matin, le panel sera également web diffusé à partir de la page Facebook du Cadre 21, ainsi que la synthèse. Maintenant, de façon très générale, on va revenir là-dessus demain, le mouvement d'un atelier à l'autre. Là, pensez la différence entre une école primaire et une école secondaire. Au secondaire, c'est qui se déplace entre les périodes? Ce sont les jeunes. On n'est pas au secondaire, on est au primaire. Ça fait que votre cocarde va vous assigner un local pour 4 sessions de 45 minutes. Et dans ce local-là, vous allez vous retrouver avec d'autres. Et comme au primaire, les animateurs, eux, vont aller de local en local. Ce qui fait qu'il y a une certaine économie du temps, mais vous pouvez quand même lever la main et demander d'aller à la toilette quand même. N'hésitez pas. Donc, ça va être aussi l'occasion d'aborder les thématiques. Il y a des questions guides, il y aura une copie papier, mais aussi à chaque table, il y aura un ordinateur qui sera branché à une page d'écriture collaborative, un Padlet pour ceux qui connaissent l'application. Et ça va permettre à tout le monde de pouvoir contribuer, soit par écrit ou même avec son appareil numérique, parce qu'on a demandé une bande passante, un gros tuyau. Assez formidable. Mais tu me permets de rassurer les gens. On a une équipe technique hors pair qui va circuler durant le sommet. Vous avez un problème technique avec le Wi-Fi, quoi que ce soit. Ils vont se faire un plaisir de vous assister. Et d'ailleurs, ils vont capter des images, des vidéos de vous. Ayez pas peur d'aller de leur parler, de leur dire en fait vos impressions de la journée et des différents thèmes. Avant de poursuivre dans le déroulement de la journée, n'oubliez pas que il y a plein de bouchées qui s'en viennent, qu'on a payé pour. Il y a de la bonne nourriture qui s'en vient. Et n'hésitez pas justement à poursuivre les conversations ici ce soir. Je referme la parenthèse.
Donc, c'est ça. Donc, il y aura ces sessions-là. Et nous avons 2 paires de yeux et d'oreilles qui vont circuler un peu partout. Ce sont nos amis Marius Bourgeois et Stéphane Hunter, qui sont justement là-bas. Ils sont assez grands et qui ont la responsabilité, avec l'aide cruciale des animateurs, à aller chercher, faire une synthèse des faits saillants. J'aimerais aussi qu'on signale, les animateurs et animatrices, je sais qu'ils ne sont pas tous... Levez la main, s'il vous plaît. Vous êtes parmi nous ce soir. Levez la main. Je vois Marie-Hélène, Anne-Marie, Patrick là-bas. Mélanie, Linda, voilà. Ensuite... Donc, voilà. Donc, ces personnes-là ont un cocarde aussi avec une couleur différente. Donc, en gros, un panel le matin, question de se mettre au diapason et se réchauffer les méninges. 4 sessions, 2 l'avant-midi, 2 l'après-midi. Le repas sera servi, Sania, le repas est servi... Ici, dans le hall. Ici même. Oui. OK, parfait. Et en après-midi, il y aura la synthèse. Mais une chose, et je pense que celle-ci, elle est cruciale, le bilan qui sera fait demain, on ne veut quand même pas finir ça en queue de poisson, on fait quand même une synthèse des faits saillants de la journée, mais ça ne s'arrête pas là. Non, ça ne s'arrête pas là. On va les publier au mois d'avril, on va vous les communiquer et on va les acheminer aussi à M. Proulx, qui va pouvoir en prendre connaissance de toutes vos recommandations, autant pour les établissements scolaires, autant pour le ministère, autant pour les enseignants. Donc, on va aborder ça sur 3 angles différents. Voilà. Est-ce qu'on oublie quelque chose? Bien, on oublie des choses, mais c'est des surprises. On va attendre à demain. On va leur laisser découvrir des choses. Parfait. Ça vous va? Alors, bon 5 à 7, profitez-en pour sortir de votre zone de confort et d'échanger entre vous et que le Twitter s'alimente. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci. Dreams and they are made out of real things.